Alors, le deuxième lien que je vous ai envoyé, du coup, c'est une anti-sèche pour Active Record. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Active Record? Alors, Active Record, c'est un ORM, d'accord? Donc, euh, Active Record, ça va être une... On va dire... Alors, grosso modo, ça va être une surcouche euh, du SQL, d'accord? Qui va vous permettre d'écrire des requêtes SQL de manière plus simple, d'accord? Et à côté de ça, euh, toutes les commandes regdbmigrate, regdbseed, etc., c'est propre à Active Record. Donc, c'est le système qui va vous permettre d'interagir avec la base de données sur Ruby on Rails, d'accord? Et toutes ces méthodes-là de Active Record, vous les retrouvez sur chacun de vos modèles. Donc on a déjà utilisé certaines d'entre elles. Tout à l'heure, on avait utilisé la méthode all, d'accord? Et vous avez aussi where. Donc where, c'est quoi? Where, c'est comme en SQL, c'est where. Euh, Ici, je relance ma console, d'accord? Donc je fais un tweet, je vais faire un post.all pour retrouver tous mes posts. Donc j'ai deux posts actuellement. Mais je peux également faire un post.where title, et ici je mets le titre que je recherche. Donc, et ça me retourne bien le post que je recherchais. J'aurais également pu faire post where views count 2.0 pour récupérer tous les posts dont le nombre de vues est 0. D'accord? Donc vous avez également order, donc qui vous permet de faire un order by. Vous avez la limite pour récupérer les deux premiers. Vous avez count pour compter le nombre d'éléments. Donc si je fais un count ici, donc à la suite de mon where, donc n'oubliez pas, en Ruby, on peut chiner les méthodes. Donc là, je vois que j'ai deux posts qui ont 0 views count. Et j'ai toutes ces autres méthodes. Donc nous, on avait utilisé create aussi tout à l'heure pour créer un nouvel élément. Mais on peut également faire ça. On peut également faire t est égal tweet.new. Et ici, je fais t.content est égal content. Et ensuite, je peux faire un t.save. Donc ici, avec new, j'ai initialisé. Et avec save, j'ai persisté en base de données. D'accord? Donc là, si je fais un tweet.all, j'ai bien mon troisième tweet. Mon quatrième tweet, pardon, qui contient content. Imaginons que je recommence et que je fasse un t est égal tweet.new. Là, on va utiliser une autre méthode. Donc ici, par exemple, on a persisted. Donc si je fais t.persisted, qu'est-ce que je vais récupérer ici? Je peux récupérer deux valeurs ici. Quelles sont celles que je peux récupérer? True ou false? True ou false? Parce que ma méthode est suivie d'un point d'interrogation. Donc là, je récupère false. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas encore sauvegardé en base de données. Donc si je fais un t.save, et que je sauvegarde en base de données, et que je refais un t.persisted, là, je récupère true, puisque ma donnée a bien été persistée en base de données. Donc ne confondez surtout pas l'initialisation avec la sauvegarde. Donc là, quand j'initialisais tout à l'heure, je mettais simplement t est égal tweet.new, mais je peux également initialiser avec des valeurs. D'accord? Donc en mettant mon content directement. Mais là, comprenez-le bien, ça n'est toujours pas sauvegardé. Ensuite, je peux faire t.save pour sauvegarder. Donc ça, vous l'avez également dans votre poste contrôleur. Donc si vous regardez bien ici dans create, vous avez addPost est égal post.new qui prend les post params, et une fois que c'est bon, on redirige vers le post. Si ce n'est pas le cas, si ça n'a pas été sauvegardé, si c'est au format HTML, on re-rend la page new, donc à l'aide de render new. Si jamais c'est du format JSON, on rend les erreurs au format JSON. Donc ça, on le verra par la suite. Pour l'instant, concentrez-vous simplement sur ce qu'on voit là. Donc là, vous vous dites, mais attends, c'est quoi post.new, post-params? Alors, en Ruby on Rails, on a ce qu'on appelle les strong parameters. Donc, post-params, ça a été généré automatiquement par le scaffold qu'on a fait tout à l'heure. Post-params, ça va nous permettre d'activer, permet de passer par les strong parameters. Donc les strong parameters, ça a été introduit en Ruby on Rails depuis Rails 3 ou Rails 4, il me semble. Donc c'est un filtre qui est obligatoire pour enregistrer une information en base de données.
Donc là, vous avez post-params. On va regarder plus bas ce à quoi correspond la méthode post-params. Donc post-params, en fait, c'est un filtre qui vous permet de ne permettre de n'autoriser de n'autoriser que certains paramètres à être sauvegardés en base de données. Ici, dans les paramètres de post, je n'autorise que les paramètres title, content et views count. Donc si j'ai un autre paramètre qui s'appelle Toto par exemple, et qui veut le sauvegarder en base de données, il ne pourra pas le sauvegarder en base de données. Pareil pour views count, si jamais je le supprime ici. Ça peut être intéressant, notamment pour views count par exemple. Views count, c'est une information que vous ne voulez pas laisser votre utilisateur modifier. Ça, c'est un calcul que vous faites en interne. D'accord? Donc ça, le views count, à la rigueur, dans l'update, ici, bref, ça, on le verra plus tard. Mais voilà ce que c'est que le post-params. En fait, il va récupérer... Ça, on verra. Ouais, on verra plus tard. Donc le post-params, ici, c'est ce vers quoi renvoie le formulaire. Donc si vous allez dans post new html.erb, vous voyez ici qu'on fait un render de forme. Donc render de forme, ça fait quoi? Ça rend un partial. En fait, un partial, c'est quoi? C'est un bout de page. Et ici, on rend le partial forme. Donc un partial, ça commence par underscore. Et pourquoi est-ce qu'on crée un partial pour le formulaire? Parce que en Ruby, on raise, rappelez-vous, il y a la convention don't repeat yourself. Et comme le formulaire, on l'utilise et dans Edit et dans New, plutôt que de le réécrire deux fois, on l'écrit une seule fois et on affiche ce partial dans les deux différentes pages. D'accord? Et ici, le formulaire que j'ai sur ma page New ou sur Edit, c'est celui qu'on a ici. Donc, qui contient bien les champs title, views count et content. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les formulaires en Ruby on Rails, vous tapez simplement form Rails. Et là, vous allez voir les view helpers de formulaire en Ruby on Rails. Donc, pour créer un formulaire, vous allez utiliser form with. Vous allez spécifier le modèle en passant la variable qui initialise post. Donc là, post c'est égal à post.new. Et on est en local true. Ça, faites pas attention à local true pour l'instant. Et quand vous soumettez ce formulaire, par défaut, ça redirige vers l'action create de notre contrôleur ou l'action update si on est dans edit. D'accord? Donc là, c'est l'action qui va être appelée pour la création. Ça, c'est l'action qui va être appelée pour la mise à jour. Ça va ou pas pour vous? Oui. Vous êtes sûr? Il y a forcément des choses que vous n'avez pas comprises là. Donc demandez-moi. Perso, je pense que j'aurai des questions demain. Ok. Mais là, aujourd'hui, Ok, ça marche. Donc moi, je vais vous donner des devoirs. je dis que je suis en retard, du coup. Moi, je vais vous donner des devoirs. Non, je sais ce qu'on va faire là. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que vous voyez les tweets qu'on a créés tout à l'heure. Et ben, on va leur affecter un user. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour affecter un user à nos tweets? On va simplement venir ajouter user ID à notre table tweet. Pour ce faire, on va créer une nouvelle migration. Donc, raise g migration. Là, je vais lui donner un nom. Donc, add user underscore ID to tweets. Donc, à ma table tweet. Donc là, ici, comme je fais référence à une autre table, je ne vais pas mettre un integer, je vais mettre user, référence. D'accord? Ensuite, je vais me rendre dans mon fichier de migration pour vérifier que tout se passe bien. Donc là, j'ajoute la référence à la table tweet.
Donc pour que ma migration elle soit effective, je tape simplement la commande raise db2.migrate ou rake db2.migrate. Et une fois que ma migration est effective, je vais me rendre. Merde. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Ah ok, pardon. Donc là, je vais aller dans mon modèle tweet. Et ici, je vais mettre un belongs to 2.user optional 2.true. Alors je vais vérifier que c'est bien ça qui fait que ça bug. Ah ok. Donc là on va simplement enlever le nul false, ok? Dans le fichier de migration, on va enlever nul false. On supprime le nul false qu'il y avait. Et là on relance raise db2.migrate. En fait là c'est simplement qu'on avait on avait déjà créé des tweets qui n'avaient pas de user ID et du coup ça générait une erreur parce que dans la migration on disait que on ne voulait pas avoir de valeur nulle pour le user ID. Donc là c'est bon, ma migration est effective. Donc là je peux retourner dans mon modèle tweet. Et ici, en fait, ce qu'on va dire, c'est que un tweet, il appartient à un user. Et pour ça, il faut taper belongs to user. Ça, c'est dans l'anti-sèche que je vous ai envoyé. Le deuxième lien que je vous ai envoyé. Vous allez voir qu'il y a belongs to user si vous allez plus bas. Et là, dans le modèle user, on va dire que notre user, il a plusieurs tweets. Donc, si vous maîtrisez l'anglais, c'est très facile. Il faut simplement taper has many tweets. Et je vais vous montrer à quoi ça sert de faire ça. Donc maintenant, on va relancer la console de Ruby on Rails. D'accord? Donc Rails C ou Rails Console. Là, ici, je vais faire @user est égal user.first parce que j'ai déjà un user. Sinon, il faut le créer. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire t est égal @user.tweets.new et dans content, pardon, en content, on va mettre contenu tout simplement. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Ce que je veux dire par là, c'est que en gros, ben, je prends mes users, je prends sa méthode tweet, je vais dans ces tweets et j'en crée un nouveau, dont le contenu est contenu. Là, juste à faire t.save. Et si je fais tweet.last, donc pour récupérer le dernier tweet, ici je vois bien que mon tweet, il a un user ID, qui est le user ID 1. Du coup, maintenant, regardez. Si je fais t est égal tweet.last, si je fais t.content, je récupère son contenu, jusque-là rien de nouveau. Mais si je fais t.user, je récupère bien son user. Et ça, c'est grâce au fait qu'on a spécifié dans le modèle que le tweet appartenait à un user. Donc en plus d'avoir son user ID, on peut directement accéder à son objet en tapant user. Et si je vais dans... Et si je fais @user est égal user.first par exemple, et que je fais @user.tweets, je récupère l'ensemble des tweets de mon user. En gros, @user.tweet, c'est l'équivalent de tweet.where user id 1. Tout ce que je viens de faire là, c'est contenu
ici, là. En fait, ça fait les requêtes SQL à notre place, quoi. Exactement. C'est là que ça facilite le boulot.